Bonjour, bienvenue dans Territoire, l'émission qui vient à votre rencontre. Aujourd'hui, je vous propose d'en apprendre un petit peu plus sur l'économie sociale et solidaire. En Languedoc-Roussillon, près de 95 000 salariés sont concernés par cette forme d'économie militante. Dans la région, les gros employeurs sont Système U, l'ADMR ou encore la Mutuelle des motards. Agriculture, tourisme, insertion professionnelle, les secteurs d'activité qui permettent d'entreprendre autrement sont nombreux. Au fil de cette émission, je vous propose de découvrir quelques exemples de l'économie sociale et solidaire mise en pratique ici, dans l'Hérault. Et pour commencer, je vous propose tout de suite de retourner sur les bancs de l'école. Suivez-moi. Bonjour. Allez, Carla. Bon, alors le rapport professionnel pour la validation des compétences de dirigeants. Oui, donc j'ai... La soutenance, c'est le 9 et 10 novembre. Voilà, Et je t'ai noté pour le 9. Pour le mercredi, donc. Ouais. Ok. Carlos fait partie de la 3e promo de l'école de l'entrepreneuriat social et solidaire, une formation de 55 jours qui s'étale sur 1 an et demi. Aujourd'hui, pas de cours, mais une entrevue avec la directrice. Carlos doit soutenir son mémoire en novembre. Il est temps que son sujet de fin d'études se précise. Sur les rapports écrits, il faut absolument maintenant, dans les délais qui nous restent, qu'on ait un échange Oui. à la fois clair et une ligne de conduite qui soit claire pour que ce soit plus avec des hésitations ou des allers-retours. Oui. Claire Lager, bonjour. Bonjour. Alors vous dirigez l'école de l'entrepreneuriat en économie sociale. On est juste devant là. C'est une école unique en France pour l'instant. C'est la première école en France dédiée aux dirigeants d'entreprises de l'économie sociale, toutes familles confondues, c'est-à-dire les associations, les coopératives et les mutuelles. Et donc on fait des formations pour les compétences de management spécifiques à l'économie sociale. Donc c'est la première en France qui est implantée en Languedoc-Roussillon. C'est une école, c'est très important de le dire, qui a été créée par les acteurs de l'économie sociale, pour les acteurs de l'économie sociale. Donc on retrouve dans le projet, à la fondation et à l'initiative, la Chambre régionale de l'économie sociale, l'Union régionale des SCOP, la Fédération des coopératives agricoles, l'ERDI, la PFCA. Sur le plan local comme sur le plan national, on a de grosses entreprises du niveau national qui sont sociétaires de l'école. Aujourd'hui pour 27 sociétaires, pour un capital de presque 110 000 € qui va augmenter dans les 3 prochaines années au regard du développement national de l'école. Alors, le développement national, on en parle dans quelques instants. Mais d'abord, je vous propose de voir ou de revoir un reportage réalisé avec la toute première promo. C'était en 2009. Regardez. Dans cette société montpelliéraine, on propose à la location ou à la vente des véhicules électriques. Et cette préoccupation écologique n'est pas la seule différence avec les autres entreprises. Il s'agit d'une société coopérative d'intérêt collectif, une SIC. On a des priorités qui sont autres que la recherche de profit. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas d'anticiper tout ce qui peut être réaction du marché, réaction de la concurrence, ce genre de choses. Mais en plus de ça, il faut essayer de mener à bien un projet social en corrigeant tous les petits impairs qu'il peut y avoir, en essayant de gérer les ressources humaines au mieux. Et ça, c'est vraiment une manière de gérer qui est vraiment spécifique à l'économie sociale et solidaire. On est des directeurs militants, on peut dire, quelque part. Et être un entrepreneur militant, ça ne s'improvise pas. Et le jour où la marge sur coût variable dépasse le palier des charges fixes, je commence à gagner de l'argent. Tant que je suis en dessous... Dans cette salle de classe, la première promotion de l'école de l'entrepreneuriat social et solidaire. Ils sont 12 et ont entre 25 et 55 ans. Tous sont ici pour apprendre à gérer une association ou une coopérative. Le point commun de tous les gens qui rentrent dans cette formation, c'est qu'ils se projettent eux en tant qu'entrepreneurs. Ils sont dans une dimension entrepreneuriale et l'idée c'est pas de ne pas faire d'argent, c'est comment le répartir. La valeur elle est là, il faut faire de l'argent et c'est par la dimension de rentabilité économique que le projet social ou le projet des valeurs sociales qui sont derrière vont pouvoir être réellement traités et je dirais se développer, s'épanouir dans l'entreprise ou dans l'environnement. Cette école est l'aboutissement de 3 années de travail pour tous les acteurs de la filière. Prochaine étape, la création d'une pépinière pour les jeunes pousses de l'économie sociale et solidaire.
Alors Claire Laget, est-ce qu'on peut dire que vous formez des entrepreneurs, des dirigeants militants? Alors être dirigeant d'une entreprise de l'économie sociale, nécessairement, c'est avoir une singularité dans son approche de l'entreprise et dans les questions liées à la fois à l'économique et au social. On a des militants dans la mesure où ce sont des gens qui sont engagés dans une démonstration sociétale qui consiste à dire qu'il n'y a pas un seul modèle économique, mais il y en a d'autres, et notamment ceux qui peuvent mettre l'homme au centre du projet de l'entreprise en mobilisant l'ensemble des énergies et des richesses humaines et non pas seulement les ressources humaines. Qui sont vos élèves? Déjà, ils ont tous un projet bien particulier. Ils sont combien par promotion et quel type de projet portent-ils? Alors les élèves, ce sont des stagiaires, on les appelle surtout des participants parce que élèves ou stagiaires renvoient à une forme pédagogique particulière. On est vraiment, nous, dans de la formation et de la pédagogie active. Donc ce sont des participants et ce sont des gens qui sont en poste de travail, qui sont en fonction de direction dans une association ou de gérants de coopératives ou de responsables de mutuelles. Mais ce sont des gens qui sont en situation de direction d'entreprise d'économie sociale avec qui on va travailler sur l'outil qu'est leur entreprise pour faire évoluer et construire de nouvelles compétences, de nouveaux outils, de nouvelles postures de dirigeants au regard d'une analyse qu'ils vont pouvoir porter au sein de leur équipe et de leur entreprise. La première promotion est diplômée, est partie. Est-ce que vous avez un suivi? Est-ce que vous avez des retours? Est-ce que vous savez comment se portent les stagiaires, les élèves? Alors, l'école étant une société coopérative d'intérêt collectif, nous avons un collège de membres de bénéficiaires de l'école qui est composé en particulier des entreprises et des anciens participants et de leur entreprise. Et donc aujourd'hui, justement, on a des échanges avec eux pour faire évoluer et apporter en permanence des ajustements, une évolution, une adaptation aux besoins des entreprises, de leur entreprise ou des autres, au regard de leur expérience. Donc ça veut dire que tout stagiaire devient à un moment donné sociétaire de l'école. Évidemment, de manière volontaire, c'est pas une obligation, mais pour nous c'est très très précieux, de même que les intervenants ont une place privilégiée dans l'école pour faire évoluer nos pratiques et l'analyse des besoins. Vous avez évoqué tout à l'heure un développement national de l'école, c'est quelque chose qui est en projet là, très très rapidement. En tant que première école en France sur ce double concept management spécifique des entreprises d'économie sociale et transversalité des familles, porté en plus par les acteurs de l'économie sociale, on a été sollicité sur d'autres acteurs, d'autres groupes d'acteurs dans d'autres régions pour mettre en place et les accompagner dans des démarches similaires. Et au bout du compte, les démarches sont tellement en affinité pédagogique et en affinité sociétale, je dirais, qu'on est en train de travailler sur la mise en place d'une structure nationale qui pourrait porter les initiatives régionales. Prochaine rentrée à l'école de l'entrepreneuriat social en octobre 2011. Les futurs élèves peuvent s'inscrire jusqu'au 16 juillet. Pour Carlos, c'est déjà l'heure de ranger ses cahiers. Parallèlement à sa formation, il gère une entreprise de traduction en langage des signes, une société fondée avec 2 autres partenaires fin 2009 sous forme de coopérative de SCOP. Ça veut dire quoi une SCOP finalement? Ça veut dire que tout le monde a mis la main au pot, tout le monde a mis un peu d'argent dans la société? Comment ça se passe? Alors pas forcément au départ, en tout cas la nôtre par exemple, au départ on est 3 fondateurs. Donc qui avons chacun apporté de l'argent pour constituer un capital et pour créer une société coopérative. Ensuite, une SCOP ça évolue et en fonction de son évolution, la structure est déterminée et orientée par ses statuts. Donc dans ces statuts, par exemple dans la nôtre, chaque salarié qui est embauché est amené au bout d'un an à être candidat pour devenir associé et à devenir donc en fait partie prenante du pilotage de la SCOP. Ça veut dire qu'à terme, en gros, tous les salariés qui arriveront à des ailes seront associés, donc seront dirigeants de la société. Concrètement, qu'est-ce que ça vous a apporté? Je ne vais pas vous demander de faire la liste de tout ce que vous avez appris, mais vous, qu'est-ce que vous avez ressenti vraiment? Quel a été le plus de cette formation? La première chose, c'est la phase dans laquelle je suis actuellement.
la difficulté dans ma formation, pour moi, c'est d'avoir à travailler sur l'entreprise qui a le même âge que la formation. Donc ça, c'est pas évident. Par contre, ce que ça m'apporte avant tout, c'est une posture. C'est-à-dire passer du statut de gérant, entre guillemets, naturel, celui qui a eu l'idée au départ, voilà, on crée une scope, bah tiens, Carlos sera le gérant, à passer au statut de gérant crédible, entre guillemets. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, cette formation m'apporte des outils, une posture, un savoir-faire, ou des choses qui me permettent de porter mon costume de gérant autrement que uniquement parce que c'était moi qui étais là au moment donné. Au commencement du commencement de la destruction première, il y eut le poids d'une 9 tonnerres atomiques et éclairs. Ensuite, le jour fut nuit et la nuit fut jour. On propose des services d'interprétation et de traduction en français et langue des signes. Et en gros, donc 80% de notre activité, c'est l'interprétation en simultané. Alors il y a plusieurs pôles. Il y a la partie pédagogique où on traduit des cours à l'université, Montpellier 1, Montpellier 2, Montpellier 3, dans lesquels il y a des étudiants sourds qui suivent des cours avec les autres. Et nous, on est en amphi, à côté du prof, et on traduit les cours en direct. Il y a la partie donc, pédagogique, c'est aussi avec des élèves qui sont scolarisés en secondaire, collège, lycée. Là, on travaille en partenariat avec des institutions comme le CESDA, par exemple. Ensuite, on fait l'interprétation de formations, de réunions avec des structures comme la mairie, le conseil régional, voilà, des réunions publiques également, des conférences. On travaille avec la justice, des gardes à vue, des rendez-vous plutôt dans le cadre de la vie privée des gens. Donc on peut les traduire un rendez-vous chez le médecin, un rendez-vous avec le maître d'école d'une maman sourde qui a un enfant qui est entendant. Le haut-parleur va ni plus ni moins traduire une énergie électrique qu'il reçoit en une énergie mécanique qui permet de faire vibrer la membrane. Après, c'est pas deux choses. Tu prends tes portions, tu fous dans la calotte, tu mets ta sauce barbecue, tu mélanges, tu fous à la salamandre. D'accord ? Il est midi, l'heure du coup de feu à la table de Cana. Le restaurant fait partie des 6 coopératives créées depuis 2005 par le groupement Réplique. Le but, créer des entreprises d'utilité sociale viables grâce notamment à une forte solidarité entre ces coopératives. Ici, sur 11 salariés, 6 sont en insertion professionnelle, comme Alain. Réfugiée politique en France depuis 4 ans, cette professeure de musique cherchait un travail qui correspondait à ses diplômes biélorusses. J'ai reçu beaucoup de lettres par rapport à mon travail comme professeur, pas de place partout, ni l'école musique, ni conservatoire. Je pensais qu'il faut changer quelque chose dans ma vie. J'ai trouvé l'INFA, l'Institut de formation, comme cuisinière, et après j'ai trouvé travail à la table de Cana et je travaille ici pendant 2 ans. Déjà 2 ans, vous êtes en CDI, donc ça va durer encore. C'est ça, maintenant tout bien, tout va bien, merci. Et si on tend la main à des personnes qui ont connu des turbulences et des périodes de chômage, il n'en reste pas moins que c'est une vraie entreprise qui doit tourner. Service en salle, prestations, traiteurs, livraison de plateaux repas, Geneviève a l'œil à tout. Le chef est elle-même passée par un contrat d'insertion et aujourd'hui, à peine 28 ans, c'est elle qui encadre l'équipe en cuisine et permet à des hommes et des femmes de reprendre pied dans le monde du travail. Je vois les quantités là, et après il va falloir refaire des trucs. Je fais ça au feeling, franchement. Je fais ça de bon cœur, au feeling, j'aime ça, donc ça vient tout seul, franchement. Je me force pas trop. Parfois, des personnes qui ont passé un peu de temps sans travailler, est-ce que finalement le fait de travailler en cuisine, ça permet de retrouver facilement un cadre, des bonnes habitudes de travail ? Oui, parce qu'en cuisine, déjà par rapport aux normes d'hygiène, on doit être très très carré. Au niveau du contentement des clients aussi, on doit être vraiment carré. Donc ça donne une discipline, c'est assez ferme. Ça se rapproche pas de l'armée, mais bon, il y a des petites bases quand même, comme c'est une brigade. Donc oui, ça donne un cadre à tout le monde. Et c'est vrai qu'en plus, avec l'entrain et l'énergie qu'il y a dans cette cuisine sans arrêt, parce qu'il y a sans arrêt du renouveau, c'est toujours vivant, ça emmène les gens qui n'ont pas vu du monde depuis longtemps, qui n'ont pas
travailler depuis longtemps, ça les ramène vraiment de suite à la société. Et donc ils sont dedans et puis voilà. Et ça va tout seul. En salle, Christophe a l'air un peu anxieux. C'est sa première semaine ici après plusieurs années passées au chômage. Il espère bien retrouver du travail dans la restauration et plus encore, pouvoir officier quelque temps ici. Vous me disiez que le fait que ce soit ici un restaurant d'insertion, ça vous tenait à cœur aussi de travailler ici? Ah oui, bien sûr. Oui. Parce que vu mon parcours, il y a des gens qui m'ont aidé. Alors, transmettre quelque chose... si je peux en sauver un, c'est toujours pas mal. Depuis sa création à Montpellier, 11 personnes ont obtenu un contrat d'insertion ici à la table de Cana. 7 d'entre elles ont depuis décroché un contrat à durée indéterminée. Et Réplique ne veut pas s'arrêter là. Un nouveau restaurant est en projet actuellement, une table de Cana bio, cette fois, qui doit bientôt ouvrir ses portes à Nîmes. L'économie sociale et solidaire en Languedoc-Roussillon, ce sont 1600 établissements et près de 95 000 personnes, soit 11% de l'activité régionale. Coopératives, associations, organisations mutualistes, elles investissent la plupart des secteurs de l'économie. Guy Barboteau, bonjour. Bonjour. Alors vous présidez la CRES Languedoc-Roussillon. En quelques mots, qu'est-ce que c'est? Alors, la CRES, c'est une association qui fédère les mutuelles, coopératives et associations de la région. Donc une structure qui a vocation à remplir des missions de type consulaire sans être une chambre consulaire. La chambre régionale de l'économie sociale. En Lozère, par exemple, c'est un salarié sur 4 est salarié d'une entreprise de l'économie sociale et solidaire. Oui, c'est ça. C'est ce qui confirme d'ailleurs que plus l'économie sociale est présente, en règle générale, moins l'autre économie est forte. Alors quel est le profil type? On a parlé un petit peu de la Lozère. Quel est le profil type finalement de l'entreprise d'économie sociale et solidaire dans la région? Alors, essentiellement associatif? Le profil type, c'est une association qui regroupe 10 salariés en moyenne, qui est plutôt tournée vers les services à la personne au sens de la personne fragile, c'est-à-dire crèche associative, maison de retraite, structure qui gère tout ce qui est lié au handicap des personnes jeunes ou adultes. Voilà, ça c'est le gros bataillon, on va dire. Et puis ensuite, il y a tout ce qui concerne les mutuelles de santé, les mutuelles d'assurance, la coopération agricole, j'en ai parlé, la coopération bancaire qui est également présente dans cette région, avec la caisse d'épargne, le crédit coopératif, les banques populaires du Sud par exemple, le crédit mutuel également, qui sont présentes partout. Et donc c'est ça, voilà, ce sont des structures qui répondent à des besoins non satisfaits par le marché. Il y a une double contrainte finalement qui s'impose à ces entreprises-là, puisqu'elles satisfont, vous l'avez dit, des besoins qui ne sont pas satisfaits par l'économie de marché. Mais il faut quand même rester compétitif, il faut quand même vivre dans cette économie de marché, c'est quand même l'environnement. Comment font-elles ces entreprises ? Alors, elles font comme les autres, hein. Elles ont des plans de financement, elles font des budgets, et puis elles essaient aussi de tirer parti de subventions quand c'est possible, d'aide à la création d'entreprises comme les entreprises classiques. Elles bénéficient de tout le panel de l'innovation sociale si c'est possible, et en même temps elles gèrent au mieux des intérêts de chacun. Simplement la part qui dans des entreprises est réservée aux bénéfices n'est pas là la fin en soi. Nous sommes au cœur du centre-ville de Montpellier, il est 15 h, l'heure à laquelle l'auberge de jeunesse ouvre ses portes. On va tout de suite jeter un œil, suivez-moi. Man kann nicht in die Zimmer kommen, Schüssel 10 und 3. Auf der Bett findet sich eine kleine, ich weiß nicht wie das heißt, das ist eine Tasche. Nous sommes à l'auberge de jeunesse de Montpellier. C'est du tourisme social et solidaire, ça veut dire quoi ?
Ça veut dire que nous accueillons des jeunes touristes en fait qui peuvent voyager avec un budget modéré en fait. C'est évident que tout le monde ne peut pas s'offrir les grandes chaînes hôtelières. Et donc l'auberge de jeunesse est tout à fait adaptée à leur budget. Vous les avez vus, c'est des jeunes qui voyagent sac à dos. Est-ce que dans la gestion aussi de l'auberge de jeunesse, on peut parler d'économie sociale et solidaire et pourquoi ? Solidaire parce que nous sommes une association et en effet une auberge de jeunesse comme celle de Montpellier et qui est relativement rentable entre guillemets, donc qui fait du bénéfice, sert un peu à aider les petites auberges perdues dans les coins de la France où il n'y a pas forcément le taux de rentabilité et de remplissage, voilà. Ici à Montpellier, ça marche plutôt bien. Ça marche plutôt bien, oui. Nous avons plus de 75% de taux de remplissage sur 11 mois de l'année. Donc c'est une auberge qui fonctionne très très bien. Donc, en fait ça fonctionne, il y a une péréquation entre les différentes auberges de jeunesse de la fédération. Absolument, donc si une auberge est en difficulté, c'est les autres auberges qui compensent ces difficultés financières. Il y a des projets pour cette auberge de jeunesse? Ici, pas trop. En fait, nous avons surtout le projet avec la ville de déplacer l'auberge de jeunesse dans un lieu où nous allons doubler la capacité. Nous avons actuellement 94 lits et nous devrions plus que doubler la capacité de l'auberge pour pouvoir accueillir des groupes parce que nous sommes au centre-ville, c'est très sympa pour les gens qui voyagent. Ils sont 3 arrêts de tram de la gare, mais les bus, c'est un peu le problème. Alors justement, pour investir, quand on est une association, comment on fait, où on trouve les fonds? Il y a beaucoup de fonds propres en fait. Il y a beaucoup d'emprunts propres. Et après il y a des subventions classiques, en fait des collectivités locales. Mais la dernière rénovation que nous avons fait il y a plus de 10 ans, c'est l'auberge a fait financer jusqu'à 80%. Il faut bien comprendre que économie sociale et solidaire, ça ne veut pas dire économie subventionnée. Ah non, pas du tout, pas subventionné. Le fonctionnement n'est pas du tout subventionné. Non, il n'y a pas on ne va pas demander au conseil général ou à la mairie ou à la région de l'argent pour fonctionner. Non, tout est autofinancé. Le Languedoc-Roussillon compte environ 30 000 vignerons coopérateurs. Leur regroupement au sein des 280 coopératives de la région a permis à beaucoup de faire face à la crise qui touche le monde viticole. Direction Montpérou, ici, 110 coopérateurs produisent 1,5 million de bouteilles par an. La cave coopérative représente un tiers de l'activité économique de la commune et ici aussi l'accent est mis sur l'aspect solidaire de cette forme d'organisation. Alors concrètement, ça se traduit comment au quotidien en fait, cette volonté d'être solidaire ? Le quotidien, je crois, c'est un ensemble de choses au travers d'une équipe encadrante, que ce soit du conseil d'administration, de par un président qui est actif dans ce conseil pour faire avancer les choses, d'une équipe ici de salariés qui y croient. Donc c'est tout un ensemble de choses. C'est de se dire que ce qu'on le fait, on ne le fait pas pour faire progresser une entité, mais c'est faire progresser un ensemble de choses et d'hommes, parce qu'au bout du compte, on parle d'hommes, on parle de territoire, et on n'est pas centré uniquement sur une petite entreprise qui se dit à vouloir faire de l'argent. Alors, des coopératives en Languedoc-Roussillon, il y en a environ 280. Comment faire pour se démarquer, pour pouvoir réussir à vendre son vin, avoir un vin de bonne qualité ou qui se démarque un petit peu? Je crois que c'est avant tout une démarche qui se veut d'être marketing. Quoi qu'il en soit, on doit avoir une performance au niveau des produits que l'on propose. En même temps, c'est une cohérence dans toute la gamme, dans toute la démarche que l'on mène. Ne serait-ce que nous, par exemple sur Montpérou, d'obtenir cette certification, du moins cette labellisation de cru Montpérou. C'est ce qui nous anime énormément. Et derrière, effectivement, c'est de mettre en œuvre tout ce qui fait qu'on puisse aller vers cette excellence. Ça réside énormément sur l'export. C'est vrai qu'à Montpérou, on a une commercialisation qui est très basée export, mais on ne néglige pas la France non plus. Aujourd'hui, Montpérou Coopérative Artisanale exporte 70% de sa production en bouteilles. L'après-midi touche à sa fin, le caveau se remplit petit à petit. Ce soir, le conseil d'administration se réunit et comme dans toute coopérative ici, les décisions se prennent de manière collégiale. Pour moi, la notion de coopérative, c'est excessivement important.
Ça veut dire que c'est un groupe de gens qui travaillent ensemble, où on essaye de tirer tout le monde vers une certaine qualité de production, une certaine performance économique, avec les difficultés, l'hétérogénéité d'un groupe, mais il y a cette solidarité à faire travailler et à faire progresser tout le monde. Alors au quotidien, ça change quoi par rapport à une entreprise traditionnelle lambda? Une cave peut-être Alors, par rapport à l'entreprise lambda, donc nous on a pour mission de faire en sorte que l'ensemble des adhérents tire le meilleur revenu, revenu financier et confort de son activité. Donc ça veut dire qu'il faut accompagner tout le monde, y compris ceux qui, à certaines périodes, peuvent avoir quelques difficultés. Donc ça se traduit par quoi? D'abord, ça se traduit par un partage de la stratégie. Chaque adhérent est décisionnaire et a le devoir et le droit de s'exprimer en assemblée générale ou au conseil d'administration, mais en assemblée générale au moins une fois par an. Donc, alors pour qu'il puisse s'exprimer, ça veut dire de pouvoir lui expliquer, ça veut dire qu'il puisse avoir accès aux informations essentielles, pas tout dans le détail, parce que ça reste une entreprise avec son fonctionnement et parfois des choses un peu complexes, mais au moins sur les grandes orientations, ça doit être validé par chacun. Donc il y a un travail de pédagogie, d'explication qui est nécessaire pour que chacun puisse se décider et adhérer au projet en son âme et conscience. C'est une façon de faire de l'économie différemment, on l'a dit tout le long de l'émission. Est-ce que ça paye, est-ce que ça marche ? Écoutez, est-ce que ça marche, est-ce que ça paye? Ça dépend quel est l'objectif. Si l'objectif c'est de gagner le plus d'euros possible à court terme, c'est peut-être pas forcément la chose la plus efficace, en tous les cas pour ceux qui savent y faire. Voilà. Moi je pense que le projet c'est de faire en sorte qu'après nous, demain il y ait des gens qui vivent de la vigne et qui en vivent bien ici. Et donc sur le long terme, oui, moi je crois que ça paye, ça permet de maintenir de l'activité, ça permet d'accompagner des gens, ça permet de maintenir des exploitations viables. Voilà, et ça permet d'avoir une économie qui dure dans le temps grâce à la solidarité, parce qu'il y a des périodes où certains sont mieux armés, puis il y a des périodes où c'est d'autres. Mais je crois que c'est le tout de savoir à quelle échelle on envisage l'économie. Est-ce que c'est au mois le mois ou est-ce que c'est sur la durée de la carrière? En fait, solidaire, c'est pour que chacun puisse s'en sortir, pour qu'on essaye d'en tirer un profit, de vivre, d'avoir une rentabilité, d'avoir une vie de famille, de vivre simplement de nos produits. Vous pourriez en vivre si vous n'étiez pas dans la coopérative? Aujourd'hui, je ne sais pas, c'est très difficile. C'est un cas particulier, c'est vraiment où il faut vraiment y être depuis des années, et encore, on ne les voit pas, ils bras de lever, c'est très très difficile. Et voilà, c'est la fin de cette émission. Je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour la découverte d'un nouveau territoire.